Je voudrais d'abord vous indiquer que j'ai été invité dans ce colloque et je suis accompagné de Catherine Procaccia et de Gérard Bapt, qui sont également membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, parce que l'Office parlementaire est une des interfaces entre la science et la société. Et les parlementaires, donc, sont souvent saisis de sujets et on leur demande quelquefois, je le dis souvent, de prendre des décisions politiques dures sur des certitudes scientifiques molles. Et donc, on a très souvent des sujets polémiques, controversés, qui viennent au Parlement. Et comme les parlementaires ne sont pas spécialisés sur ces sujets, même si pour certains d'entre eux, comme Gérard Bapt, qui est médecin, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, ou moi-même qui était professeur de biochimie, donc qui arrive à la fois à être parlementaire et à comprendre les subtilités des acides gras polyinsaturés ou saturés, mais c'est pas la totalité des parlementaires, et ils doivent prendre des décisions. Donc quand il y a une controverse, alors j'ai beaucoup travaillé moi personnellement sur le sujet des OGM depuis 1996-97, car avant c'était le silence total radio sur ce sujet, et j'ai organisé la première conférence de citoyens en France. Maintenant, il y en a eu plusieurs, mais sur ce sujet des organismes génétiquement modifiés. Et on était d'ailleurs au Haut Conseil des biotechnologies à faire le point juste avant de venir ici. C'est ce qui explique mon arrivée tardive. Je voudrais vous indiquer que sur ce sujet de l'acide palmitique, on est un peu dans la même situation, parce que c'est une controverse naissante qu'on a vue. C'est une huile qui s'est fortement développée, et vous avez fait le point global tout à l'heure, un certain nombre de scientifiques, sur le lien entre l'huile de palme et la santé. Et vous êtes arrivé à la conclusion globale qui recoupe les conclusions des agences avec lesquelles on travaille, l'ANSES d'une part, ou les organismes de recherche, le CIRAD par exemple. Vous êtes arrivé globalement, d'ailleurs dans certaines de ces analyses je retrouve des noms de ceux qui se sont exprimés, donc c'est pas étonnant, mais vous êtes arrivé globalement aux mêmes conclusions, à savoir l'huile de palme, globalement, certes il y a des acides gras saturés en forte proportion, mais quand on l'utilise en équilibre avec d'autres types d'huile, elle n'arrive pas à plus de danger que d'autres types d'huile. Alors la question qu'on se pose politiquement, c'est que ça, c'est peut-être le moyen de poser une question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes que les problèmes de la santé ? Et ça n'a pas été abordé là, ce n'était pas même le titre du colloque. Je l'ai dit à Jean-Paul Houry quand il m'a téléphoné, et je pense qu'il faut aborder ceci de manière globale. Alors pourquoi aujourd'hui on se pose la question ? Eh bien parce que l'huile de palme représente 25% de la consommation alimentaire d'huile dans le monde, parce que c'est une huile qui est très peu coûteuse. On a 2 récoltes par mois pour des arbres qui produisent 25 ans, qui atteignent leur maturité après 2 ans, qui sont facilement remplaçables, et le rendement à l'hectare est à peu près 10 fois supérieur à celui de l'huile de soja. Donc le problème qui est posé par l'huile de palme et le développement de l'acide palmitique et de l'huile de palme, c'est effectivement, on a une production qui est une production forte, et je dirais que cette filière, excusez-moi, je vais peut-être choquer, c'est un peu semblable à la filière des biocarburants ou de la cocaïne. La demande finalement de l'huile de palme au niveau mondial fait que, eh bien, il y a une demande d'extension des surfaces sur lesquelles on va cultiver l'huile de palme. Alors sur la partie santé, je rajouterai rien par rapport à ce qui a déjà été dit. Vous avez parlé tous de l'effet hétérogène des acides gras des acides gras saturés. Vous avez montré qu'il y a des corrélations si on en prend trop. On a parlé de l'effet Nutella dans le cas spécifique
de l'huile de palme, et vous êtes arrivé globalement aux conclusions qu'il n'y a pas d'anathème à apporter sur le thème de l'huile de palme. Il y a d'autant moins d'anathème à apporter que c'est une production des pays du Sud qui vient en compétition avec un certain nombre de productions des pays du Nord, et cette question, les parlementaires doivent l'aborder, et Catherine Procaccia a organisé un colloque, elle va en parler, je pense, tout à l'heure, au Sénat, il y a 1 an sur ce thème, avec l'ambassade d'Indonésie, où elle montrait bien que les rapports Nord-Sud, c'est des choses qui sont importantes. On peut très bien dire, globalement, les pays du Nord, nous, on a fixé les normes, et on reste sur des normes que nous avons fixées. Les pays du Sud nous demandent un certain nombre de comptes, et on l'a vu dans des sujets aussi divers que les sujets de la chaîne du froid, par exemple. C'est très éloigné de cela, où quand on avait, nous, des substituts aux composés qui permettaient d'arriver à la chaîne du froid, eh bien, les pays du Sud disaient au colloque de Rio, déjà il y a une vingtaine d'années, oui, mais nous, vous n'allez pas nous empêcher d'avoir accès à des technologies si vous avez réussi à arriver à des substituts, parce que c'est le développement de notre économie qui est en cause, et on est également dans le même type de problématique à ce sujet-là. Et l'ANSES préconise une alimentation variée, équilibrée, de diversifier les huiles et les matières grasses, et ces recommandations vont dans le bon sens. Il n'y a peut-être pas besoin d'un colloque pour le voir, mais néanmoins le colloque il est important parce que sur les apports nutritionnels conseillés, eh bien on sait que globalement il ne faut pas dépasser un seuil d'acides gras saturés pour si on veut éviter un certain nombre de maladies, et que c'est très différent suivant les pays du monde. Mais comme je le disais, on ne peut pas se limiter à cette question, même si c'est la question importante, et j'ai passé vite parce que je partage les conclusions qui ont été énoncées à cette tribune tout à l'heure. Des images fortes s'imposent, celle de la destruction de la forêt indonésienne, comme celle de la destruction des forêts au Brésil aujourd'hui, avec je vais en parler, je vais parler des chiffres, avec la disparition, de manière courte, je ne serai pas plus long que vous, docteur Pellouz, rassurez-vous, de la disparition des orang-outans, celle de l'importation en Finlande, dans le golfe de Finlande, d'huile de palme pour des biocarburants. Et le CIRAD fait un point très très bon à ce sujet-là. Il montre qu'effectivement, même s'il y a eu des forêts qui ont été détruites, il y a à peu près seulement 7% des forêts qui ont été détruites pour implanter à la place des palmeraies. C'est déjà beaucoup parce que ça fait quand même 3 millions d'hectares. Donc c'est pas négligeable, à 7%. Et que c'est le commerce du bois qui est plutôt responsable de la destruction des forêts, que dans le cas des biocarburants de deuxième génération, il n'y a que 1% qui est en cause, qui est dû à la production de l'huile de palme. Donc, c'est pas aussi simple que finalement les images qui sont véhiculées pour combattre cela. Alors, on commence par combattre OGM en disant c'est dangereux pour la santé. Puis après, on donne un certain nombre d'autres arguments. C'est pas aussi simple que cela. Néanmoins, c'est des questions, je crois qu'il faut se poser. Et globalement, les pays du Nord doivent réfléchir, si jamais on veut avoir une vision globale sur le réchauffement climatique, à la disparition de ce qui sont les poumons en oxygène de la planète et en fixation de gaz carbonique, et qui sont les grandes forêts tropicales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Est-ce qu'on doit mettre une taxe? Gérard Bapt le dira, je pense, dans la discussion tout à l'heure. Est-ce qu'on doit mettre une taxe comme on l'a mis sur des boissons énergisantes, sur le Nutella? Un certain nombre de pays ont conclu que non. Est-ce qu'on doit avoir une action à la source vers ces pays? Et c'est Catherine Procaccia qui a développé cela dans le colloque dont je faisais état tout à l'heure, en mettant en place des conditions soutenables d'exploitation de palmeraies qui permettent de fabriquer de l'huile de palme avec les systèmes RSPO. C'est sûrement une des voies importantes, mais ça nécessite de l'étiquetage, et ça nécessite de l'étiquetage très clair pour le consommateur. Ceux qui suivent ces questions d'étiquetage au niveau du Parlement voient que la question d'étiquetage sont des questions très très difficiles à mettre en place, parce que plus il y a d'informations, et moins finalement le consommateur est capable de
bien ingérer et de bien s'approprier cette information. Donc l'étiquetage est important pour notamment vérifier que les conditions de fabrication sont des conditions qui sont des bonnes conditions. Alors, ma conclusion maintenant, c'est que je dirais que, comme pour tout sujet compliqué, complexe, sur lesquels il n'y a pas de solution en blanc ou noir, et vous l'avez vu sur les aspects de santé, il faut toujours sortir des controverses et essayer d'éviter ces controverses en ayant d'abord une image qui ne soit jamais réductionniste. On ne peut pas parler, à mon sens, excusez-moi pour ceux qui organisent le colloque, simplement de l'aspect sanitaire. Il faut parler de tous les aspects. À un moment donné, en tout cas le responsable politique, il doit élargir le sujet à tous les aspects. C'est ce que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques et technologiques fait. On doit bien sûr nous préoccuper de l'obésité. C'est un des sujets, sans doute, que le Conseil scientifique, sur lequel le Conseil scientifique nous demande, on a déjà eu un rapport et nous demande de continuer à travailler. Et on doit être en permanence en contact avec les organismes de recherche, être en écoute permanente de ce que les organismes de recherche disent, et notamment les analyses du CIRAD. Je faisais allusion tout à l'heure aux initiatives RSPO qui sont très importantes. Et mon dernier mot sera pour dire que sur des sujets comme ceux-là, si on laisse en face à face ce qu'on a vu pour les OGM, à la fois les industriels qui ont des intérêts dans le développement de certaines technologies et des associations qui ont également des intérêts finalement à permettre d'agréger un certain nombre de citoyens là-dessus, eh bien on n'arrivera pas à trouver la solution politique, et que la solution politique elle passe par l'expertise collective, publique, contradictoire. C'est-à-dire la solution dans ces sujets-là, et le Parlement doit jouer un rôle pour les organiser, c'est d'organiser à un moment donné des expertises collectives où chacun peut effectivement défendre ses arguments et ne pas laisser à quelques spécialistes de la communication le soin de donner la vérité ou leur vérité. Merci beaucoup.